Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Au sommaire de cette 25e semaine de 2024, l'avis de l'Union s'intéresse à la détérioration des relations commerciales entre l'UE et la Chine, à l'adoption inattendue de la loi de la restauration de la nature, à la recomposition politique du Parlement européen, aux tractations entre les 27 pour les top jobs dans les institutions européennes, aux procédures pour déficit excessif et aux négociations qui pourront commencer avec l'Ukraine et la Moldavie. Dans le club des 27, une saisie de cocaïne record pourrait porter un coup dur au trafic venu de Colombie. La Bulgarie ne semble pas sortie de sa crise politique chronique. Mark Rutte va devenir le prochain patron de l'OTAN et l'opposition italienne défile contre Giorgia Meloni. Et chez nos chers voisins, la Serbie fait rentrer la Russie à l'Euro de football. Russie qui établit un accord d'assistance mutuelle qui pourrait avoir des conséquences sur la guerre en Ukraine et au-delà, et la Géorgie pourrait bien être sanctionnée par l'Union. On passe sans plus attendre à l'avis de l'Union. International, représailles de la Chine suite à la taxation des voitures électriques. Il fallait s'y attendre, la Chine hausse le ton. Après l'annonce de la Commission européenne du relèvement des taxes sur les véhicules électriques venus de Chine, le ministère du Commerce chinois lance une enquête anti-dumping sur le port européen pour l'exercice 2023, lundi 17 juin. Une enquête qui aurait été déclenchée à la demande de l'Association chinoise de l'élevage au nom de l'industrie porcine chinoise. Ce n'est pas la première enquête que la Chine entame, puisqu'au mois de janvier, c'étaient les spiritueux qui étaient visés par une autre enquête anti-dumping. L'enquête sur le port durera au minimum 1 an, avec possibilité de prolonger de 6 mois de plus. La Chine est le plus grand marché pour les abats de porc européens, mais aussi pour les pieds et les oreilles. Sur les 6 milliards de dollars de viande de porc importée par la Chine, la moitié provient de l'UE. La Commission européenne ne se dit pas inquiète puisque les subventions de la PAC respectent les règles fixées par l'Organisation mondiale du commerce et considère que l'enquête chinoise vise juste à forcer l'Union à revenir sur cette décision. Le ministre de l'Agriculture espagnol, Luis Planas, indique que cette mesure de rétorsion avait peu de chances de porter préjudice à l'Union, puisque de nouveaux marchés se sont ouverts. International encore, un nouveau paquet de sanctions pour la Russie. Jeudi 20 juin, la présidence belge a annoncé un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie, le 14e depuis le 24 février 2022 et le début de l'agression russe de l'Ukraine. Ce nouveau paquet de sanctions interdit le transbordement de gaz naturel liquéfié russe dans l'Union européenne. L'objectif est de contraindre la logistique des exportations de gaz russe par l'Arctique. En clair, il sera interdit aux navires méthaniers de faire escale en Europe pour livrer sur le marché asiatique. Les navires fantômes sont aussi visés par les sanctions, ces navires qui permettent d'exporter le pétrole russe clandestinement. Enfin, c'est le système de transactions financières russe, le SPFS, qui a succédé au SWIFT, qui est aussi visé par l'Union. Et pour éviter le contournement des sanctions, les 27 ont convenu que les entreprises devront renforcer le suivi de leurs produits pour éviter qu'ils n'arrivent en Russie via des pays tiers. Environnement, la loi de restauration de la nature adoptée in extremis. C'est ce qu'on pourrait appeler un hold-up. Alors que les négociations semblaient bloquées et que le texte semblait se diriger vers une non-conclusion, l'Autriche a surpris tout le monde. Lundi 17 juin, la loi de restauration de la nature passait au vote. Et c'est à ce moment-là que Leonore Gewessler, la ministre de l'Environnement autrichienne, a décidé de voter pour, allant à l'encontre de l'avis du gouvernement qui avait donné comme consigne de vote de s'abstenir. C'est donc une situation inédite puisqu'elle pose la question de la loyauté de la ministre à son propre gouvernement, mais aussi de la légitimité légale d'un tel acte. Il va à l'encontre de la Constitution nationale, mais cet acte peut-il être annulé au niveau européen ? Toujours est-il que la présidence belge a considéré le texte voté et n'a pas souhaité revenir sur le vote, malgré les protestations du chancelier autrichien Karl Nehammer. Il a clairement indiqué qu'il déposerait un recours en annulation devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Leonor Gewessler a invoqué sa conscience dès le week-end pour voter en faveur du texte. Elle n'a pris personne par surprise. Si le texte n'était pas voté cette semaine, il aurait probablement été enterré par la présidence hongroise qui commence le 1er juillet. Se pose désormais la question du maintien de la coalition gouvernementale, dont on savait que les relations étaient déjà détériorées. À l'aube des élections fédérales autrichiennes de fin septembre, qui donnent le Parti de la Liberté d'Autriche, parti d'extrême droite pro-Kremlin, en tête des sondages, les tensions au sein de la majorité pourraient bien accentuer cette avance. Parlement européen, le point sur les recompositions politiques. Depuis le 9 juin au soir, ça ferraille dure pour consolider les groupes politiques au Parlement européen. Le groupe centriste Renew Europe est particulièrement au centre de l'attention. Pourquoi ? Parce que sa place de faiseur de roi est convoitée par les conservateurs et réformistes européens. Première mauvaise nouvelle pour Renew, le parti tchèque ANO, deuxième délégation nationale centriste avec 7 sièges, annonce claquer la porte dès le résultat des élections. Pour l'instant, aucune indication sur son futur groupe, mais ces dernières années, le parti de l'ancien Premier ministre Andrej Babiš a adopté un discours anti-immigration et anti-écologie. ANO ne veut pas valider la réélection d'Ursula von der Leyen, soutenue par les 3 groupes centraux du Parlement. Même s'il y a une proximité idéologique avec les conservateurs et réformistes européens, il ne souhaite pas y adhérer, puisque le Parti démocratique civique du Premier ministre Petr Fiala, son rival politique, en fait partie. Même si Renew récupère le Belge Ivan Verhofstadt et son parti Les Engagés, parti chrétien-social belge historiquement membre du PPE, ça ne suffit pas à empêcher CRE de prendre la 3e place. Autre mauvaise nouvelle, Volt, qui était tenté de rejoindre Renew, restera finalement chez les Verts, reprochant le côté permissif de Renew avec des partis qui s'allient avec l'extrême droite, comme le VVD néerlandais ou ANO et ses positions très conservatrices depuis des années. Une recomposition au centre qui aura peut-être pour vertu de revenir au cœur des valeurs centristes européennes. Côté CRE, les dissidents de Reconquête, qui s'engagent aux côtés du Rassemblement national lors des législatives, feront partie du groupe CRE. Reconquête a annoncé de son côté que Sarah Knafo siégera avec les non-inscrits. Malgré tout, les négociations semblent se refroidir entre CRE et le Fidesz, qui ne veut pas siéger avec l'Alliance pour l'unité des Roumains, qui a des positions anti-hongroises. À l'heure où je parle, CRE est à 83 eurodéputés contre 74 pour Renew. CRE serait alors le 3e groupe européen et pourrait avoir la primauté des postes sur Renew lors de la répartition des rôles en commission parlementaire. Les élus centristes préfèrent rester optimistes en mettant en avant qu'ils font partie du bloc central. Tout reste encore à faire, et les groupes parlementaires ne sont pas encore stabilisés, notamment parce que beaucoup cherchent à attirer des non-inscrits. Renew pourrait potentiellement glisser à la 5e place si Identité et démocratie revenait sur sa décision d'exclure AfD. Affaire à suivre. Conseil européen. Pas d'accord pour les top jobs. Lundi 17 juin, c'était une réunion informelle qui réunissait les chefs d'État et de gouvernement pour parler des futurs chefs des institutions. Exit Charles Michel, qui quitte donc le Conseil européen après 2 mandats de 2 ans et demi, et Josep Borrell pour le poste de haut représentant. Pour la Commission européenne, Ursula von der Leyen est favorite pour se succéder à elle-même, de même que Roberta Metsola, au Parlement européen. Restent les postes de président-présidente du Conseil européen et de haut représentant, haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité commune. Cette réunion devait faciliter la prise de décision du sommet des 27 et 28 juin. Pour le Conseil européen, c'est l'ancien Premier ministre socialiste portugais, António Costa, qui tient la corde. Et pour le poste de haut représentant, c'est la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui part favorite. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, le classement des groupes au Parlement européen a son importance. Pour chaque poste, il faut recevoir l'aval de 15 des 27 pays de l'Union, dont le poids démographique cumulé représente 65% de la population de l'Union. Et l'Italie,
qui est troisième dans le nombre de votes derrière l'Allemagne et la France, pourrait jouer les troubles fêtes. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, dont Fratelli d'Italia fait partie, veut que sa troisième position dans la hiérarchie se traduise par un poste important. Même si Emmanuel Macron assure que l'accord est proche, reste que certains postes seront conditionnés par l'octroi de portefeuilles importants dans la nouvelle mouture de la Commission européenne. Le PPE pêche par gourmandise et remet en cause la pratique existante d'alterner tous les 2 ans et demi avec une présidence socialiste du Parlement européen, arguant que les européennes ont renforcé le PPE et affaibli le SND. Le PPE veut aussi s'assurer que la présidence d'Antonio Costa ne sera pas entachée d'affaires judiciaires, lui qui a été forcé de démissionner puisque son entourage a été visé par une enquête pour corruption alors qu'il était Premier ministre. Concernant Kaja Kallas, c'est Giorgia Meloni qui est à l'offensive. Elle n'apprécie pas d'être tenue à l'écart des négociations. Elle négociera son soutien à Ursula von der Leyen avec un portefeuille influent à la Commission et s'en prend aussi à Kaja Kallas, puisqu'elle considère que Renew serait bien trop récompensé avec un tel poste malgré sa déroute aux européennes, mais aussi parce qu'elle redoute que la diplomatie européenne ne soit trop orientée vers l'Est. Finances. 7 pays visés par la Commission pour déficit excessif. Mercredi 19 juin, la Commission européenne sortait le carnet de notes et elle renvoie 7 pays au rattrapage pour déficit excessif. La France, l'Italie, la Belgique, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et Malte se voient imposer la procédure pour déficit excessif, les premiers depuis le retour de l'application du pacte de stabilité et de croissance. L'annonce a été faite, mais elle sera formalisée lors de la prochaine réunion des ministres des Finances, le 16 juillet. Les 7 pays mis en cause devront réduire leur déficit de 0,5 points pourcentage par an, au risque de se voir sanctionnés de 0,1% de PIB par an si le pays ne rentre pas dans les clous. Jusqu'ici, cette sanction n'a jamais été appliquée, la Commission favorisant un dialogue constructif. Reste que l'équilibre budgétaire est difficile à tenir au moment de soutenir l'Ukraine et d'investir dans la transition écologique. De larges économies sont à envisager qui ne semblent pas s'accorder aux promesses des partis français candidats aux législatives. Un pays échappe à la procédure, c'est l'Espagne. Malgré un déficit de 3,6%, la Commission a décidé de ne pas déclencher la procédure, considérant que les projections pour 2025 étaient très favorables à l'Espagne, avec un déficit estimé à 2,8% du PIB. Élargissement. Feu vert pour l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Le Parlement néerlandais a levé le dernier obstacle qui s'opposait à l'ouverture des négociations jeudi 20 juin. Les parlementaires néerlandais ont voté en faveur de l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie. Une position qui est fidèle au contrat de gouvernement. Après l'accord sur le cadre de négociation le 14 juin, c'est une étape de plus vers l'élargissement. Un vote qui a permis aux 27 de discuter vendredi 21 juin du cadre de négociation d'accession entre ministres de l'économie. La conférence intergouvernementale aura lieu mardi 25 juin lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 qui signe le début formel des négociations d'adhésion. Mais ce sera un long chemin. D'abord parce que l'Ukraine et la Moldavie doivent mettre en conformité leur législation avec tout l'acquis communautaire, c'est-à-dire tout le droit européen en vigueur, composé de 35 chapitres, soit autant d'étapes à valider jusqu'à l'accession, chaque chapitre devant être approuvé à l'unanimité des 27. Mais il se peut que l'unanimité ne soit pas atteinte pour des questions purement politiques, et on observe que la Hongrie multiplie les excuses au sujet de l'Ukraine pour négocier le versement des fonds de cohésion bloqués pour non-respect de l'état de droit de la part de Budapest. Aussi, les Pays-Bas sont très réticents quant à un nouvel élargissement. Entre la Moldavie, dont une partie du territoire est occupée, et l'Ukraine qui est encore en guerre, un des piliers fondamentaux de l'adhésion ne peut être respecté à cet instant, l'intangibilité des frontières.
C'est pour ça que l'ensemble des acteurs diplomatiques répètent que l'adhésion ne sera pas pour tout de suite, c'est une vraie course d'obstacles, et les Balkans en savent quelque chose. Certains pays sont candidats depuis 15 ans et ont à peine progressé sur leur chemin européen. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, saisie de drogue record. Lundi 17 juin, les autorités allemandes ont annoncé avoir saisi 35,5 tonnes de cocaïne, en majorité dans le port de Hambourg. Une saisie qui est estimée à 2,6 milliards d'euros, étalée sur la période avril-septembre 2023. 8 tonnes ont été saisies à Rotterdam, aux Pays-Bas, et 3 tonnes ont été saisies à Guayaquil, en Équateur. À elle seule, cette saisie représente plus de la moitié du volume de drogue saisi en Allemagne en 2023, estimé à 43 tonnes. 8 suspects de 30 à 54 ans, de nationalité allemande, bulgare, azérie, marocaine et turque, ont été arrêtés et placés en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir participé au trafic via des sociétés écrans. L'un d'eux en gérait même plus d'une centaine. Des arrestations facilitées par la coopération avec les autorités colombiennes. Une opération qui permet de mieux comprendre les tactiques des réseaux de trafic de drogue et qui devrait permettre d'autres saisies dans les prochains mois à travers l'Europe. Bulgarie, Boyko Borisov pose un ultimatum pour former un gouvernement. L'ancien Premier ministre Boyko Borisov s'impatiente et pour cause. Les législatives du 9 juin n'ont pas vraiment éclairci l'horizon politique bulgare. Si son parti, le GRB, a atteint 24,7% des suffrages et se positionne largement en tête, devant le DPS, qui obtient 17,1% des voix, la constitution du nouveau gouvernement s'enlise. Le PPDB a fini troisième et refuse de gouverner avec le GERB, qui lui a causé bien des soucis lors de la dernière mandature. Le plan du GERB serait de gouverner avec le DPS et le parti populiste Il y a un tel peuple qui se revendique europhile, anticorruption et libéral. Mais l'accord se fait attendre. Et c'est pour ça que Borisov menace de renvoyer le pays à de nouvelles élections. Mais une telle décision renforcerait le président Roumen Radev, dont les positions pro-russes se renforcent dans l'opinion publique au fur et à mesure que le pays se replonge dans les crises. Il envisage de s'engager dans la bataille avec son propre parti, la Constitution lui permettant de mettre fin à son mandat dès cette année. Si Roumen Radev parvenait à devenir Premier ministre, ce serait un nouveau coup porté au soutien à l'Ukraine. Autant, Mark Rutte sera le prochain secrétaire général. Depuis des mois, Viktor Orban s'est opposé à la nomination de Mark Rutte en tant que secrétaire général de l'OTAN. La raison ? Il n'aurait pas apprécié les critiques de ce dernier concernant l'état de droit en Hongrie. Mais il n'était pas le seul. La Slovaquie de Robert Fico soutenait le président roumain Klaus Iohannis, plus pour attirer l'attention vers l'est de l'OTAN. La Slovaquie a semble-t-il obtenu la garantie que l'OTAN assurera la protection de son espace aérien, dépeuplé depuis l'envoi de l'intégralité de sa défense aérienne en Ukraine. Pour Viktor Orban, c'est lors du dernier sommet des 27 et aussi lors d'une réunion avec Jens Stoltenberg qu'il a consenti à soutenir Rutte. Il a annoncé mardi 18 juin officiellement soutenir Mark Rutte, obtenant de lui la garantie que la Hongrie ne sera pas engagée pour l'Ukraine. Klaus Iohannis s'est retiré jeudi après le soutien des deux voisins à son concurrent. Le mandat de Mark Rutte commencera le 1er octobre. Il succède donc à Jens Stoltenberg qui aurait dû quitter son poste en 2022, mais l'agression russe de l'Ukraine l'en a empêché. Mark Rutte a été choisi pour sa capacité à construire des compromis. Sa longévité en tant que ministre-président, sa connaissance des arcanes de l'UE, son carnet d'adresses, son habileté en tant que diplomate, mais surtout sa capacité à négocier avec Donald Trump, sont autant d'arguments qui ont fait de lui le candidat idéal pour le poste. Le rôle du secrétaire général revient toujours aux Européens, alors que le commandement militaire revient toujours à un Américain. Son poste est avant tout politique, il aura donc la lourde tâche de construire les compromis entre les alliés.
Italie. L'opposition manifeste contre les réformes constitutionnelles. L'opposition italienne s'est réunie à la Piazza Santi Apostoli, mardi 18 juin, pour contester les 3 réformes constitutionnelles du gouvernement Meloni, rassemblant le Parti démocrate, le mouvement 5 étoiles et l'Alleanza Verdi e Sinistra. La première réforme est celle de l'élection au suffrage universel du président ou de la présidente du Conseil. Cette première réforme a été validée par le Sénat italien. Le texte dispose que le chef de l'exécutif se verrait accorder au moins 55% des sièges au Parlement, de quoi lui assurer une majorité plus que confortable. Le gouvernement y voit une façon d'améliorer la stabilité des institutions, quand l'opposition y voit une occasion de créer des institutions à la botte de l'exécutif, une première marche vers une dérive autoritaire. La dissolution automatique en cas de vote de défiance ne suffit pas à rassurer. Le deuxième projet renforce l'autonomie des régions sur l'organisation et le financement dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, les infrastructures et la protection de l'environnement. Le gouvernement veut rapprocher la prise de décision du terrain. Pour l'opposition, c'est une réforme qui va creuser les disparités entre les régions riches du Nord et les régions pauvres du Sud, plus la Sicile et la Sardaigne. La troisième réforme sera celle de la justice. Le projet prévoit la séparation complète de la formation, des carrières et des statuts des juges et des procureurs. L'opposition redoute la soumission complète du parquet à l'exécutif. Ces 3 réformes doivent être votées 2 fois par les 2 chambres, dans les mêmes termes, en laissant 3 mois entre chaque vote. Si les 2 derniers votes n'atteignent pas les 2/3 des sièges, un référendum sera convoqué. Un scénario très probable puisque la coalition au pouvoir n'a pas les 2/3 des sièges dans les 2 chambres. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Serbie, une opération de soutien à la Russie à l'Euro de football. On sait que les 2 pays sont proches, notamment à travers l'orthodoxie et la fraternité slave. Mais à l'occasion de l'Euro de football en Allemagne, les drapeaux russes ont été sortis par les supporters serbes. Dès le premier match contre l'Angleterre, les drapeaux flanqués de l'inscription en cyrillique Rassia étaient très visibles. Un moyen de se jouer de l'interdiction de participer à des qualifications et donc à des compétitions internationales pour la Russie, exécutées par l'UEFA et par la FIFA. Et, heureux hasard, le match se jouait dans la Veltins Arena de Schalke, club historiquement sponsorisé par Gazprom et qui a dû renoncer à son juteux sponsor en février 2022. La Serbie aime jouer avec la limite. Le 21 mars, la Serbie est devenue la première équipe européenne à jouer un match amical contre la Russie. Il n'y a eu aucune opposition en interne pour ce match. Ce soutien à travers le football est un prolongement de leur politique diplomatique. La Serbie ne parle pas de sanctions à l'égard de la Russie pour préserver le soutien russe sur le dossier du Kosovo, mais aussi son gaz, principale source d'énergie du pays. À l'été 2022, l'Étoile rouge de Belgrade avait retrouvé le Zénith Saint-Pétersbourg à Sotchi, l'occasion de célébrer leurs titres de champions respectifs lors d'un match de gala. Le soutien à la Russie en Serbie représente 88% des personnes interrogées et Vladimir Poutine récolte 80% d'opinions positives en Serbie. La revanche de la Russie, c'est l'espoir, le rêve de la Serbie, de retrouver sa gloire fantasmée d'antan. Guerre en Ukraine. La Russie signe un accord d'assistance mutuelle avec la Corée du Nord, la Corée du Sud prête à répliquer. Mardi 18 et mercredi 19 juin, Vladimir Poutine s'est rendu à Pyongyang pour signer un accord d'assistance mutuelle réciproque et de partenariat stratégique avec Kim Jong-un. C'est un secret de polichinelle. La Corée du Nord fournit des obus et des missiles à la Russie depuis des mois. Un tel accord en vient à menacer un allié historique des États-Unis depuis des décennies, la Corée du Sud. Même si le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé, les 2 chefs d'État ne s'empêchent rien, comme une coopération militaro-technique. L'accord entre les 2 pays contrevient aux sanctions prises par l'ONU, et notamment par le Conseil de sécurité, des sanctions votées par la Russie elle-même, alors que la Corée du Nord est suspectée de vouloir produire l'arme nucléaire
depuis des années. Il aurait pour but de disperser les moyens américains. La Russie a signé ce pacte avec la Corée du Nord en réponse à l'accélération de la livraison d'armes occidentales en Ukraine. La Corée du Sud n'a pas tardé à réagir. L'ambassadeur de Russie à Séoul, Georgi Zinoviev, a été convoqué sur le champ. La Corée du Sud n'exclut plus d'envoyer directement des armes à l'Ukraine, alors qu'auparavant, elle passait par des alliés européens qui redirigeaient l'armement vers l'Ukraine. Après ces déclarations, Vladimir Poutine a menacé directement la Corée du Sud. L'incursion de plusieurs militaires nord-coréens dans la zone démilitarisée du 38e parallèle met l'armée sud-coréenne sur le qui-vive. La Corée du Sud a renforcé ses échanges avec les États-Unis et le Japon après ces derniers développements. Géorgie, lieu menace de sanctions. L'Union européenne envisage de bouger sur le dossier géorgien en réaction à l'adoption il y a quelques semaines de la loi sur les agents de l'étranger. L'UE veut avant tout viser les élites du pays, c'est-à-dire le gouvernement et les hauts fonctionnaires. L'Union envisage de suspendre les visites bilatérales de haut niveau, notamment dans le cadre de l'accord d'association UE-Géorgie. Les fonds qui devaient être transférés aux autorités géorgiennes devraient être suspendus. Ce serait la première étape, et si la répression s'accentue ou si les conditions d'élection libres et équitables ne sont pas respectées, les fonctionnaires et diplomates devront à nouveau faire des demandes de visa. La fin du régime de libéralisation pour l'ensemble de la population ne se fera qu'en dernier recours. Toutes ces décisions seront discutées lundi 24 juin. Des mesures qui veulent tenter de faire fléchir le pouvoir géorgien en vue des élections législatives qui auront lieu le 26 octobre, dont l'observation étrangère semble grandement compromise. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter Europe Hebdo et je vous en remercie. Continuez de soutenir le podcast en le suivant sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage aide le podcast à grandir. Je vous dis à la semaine prochaine sur Europe Hebdo.